La mort tragique de Paul Varry, un cycliste de 28 ans tué par un conducteur de SUV, a bouleversé toute la communauté cycliste et bien au-delà. Les utilisateurs de vélos ont senti qu'ils auraient pu être à sa place, car malheureusement ce drame rappelle une réalité qu'ils connaissent bien. Tous les cyclistes ont déjà au moins une fois été confrontés à une situation dangereuse, voire violente, avec des voitures ou bien des motos. Dans nos villes, où la densité de population est très élevée et où il est parfois difficile de se déplacer, le partage de la route devient une source de tension. Les cyclistes sont de plus en plus nombreux, les piétons voient parfois leurs espaces sacrifiés pour la construction de pistes cyclables, et certains automobilistes ont du mal à accepter le fait de ne plus être seuls sur la route. Bien sûr, les cyclistes ne sont pas irréprochables. Beaucoup doivent encore améliorer leur comportement, notamment vis-à-vis des piétons, mais les chiffres de la sécurité routière sont sans appel. Les accidents graves ou mortels impliquant des piétons ou bien des cyclistes sont à 72% causés par des voitures ou des véhicules utilitaires. Et la plupart du temps, les vélos ou bien les piétons ne sont pas responsables de ces accidents. Une réflexion urgente sur le partage de l'espace public et la protection des plus vulnérables est nécessaire. L'augmentation du nombre de victimes à vélo est une conséquence logique de la progression de l'utilisation du vélo comme moyen de transport. Entre 2019 et 2023, la pratique a augmenté de 37%, dont 20% entre 2020 et 2021. Une croissance centrée en grande partie dans les espaces urbains, portée par la pandémie de Covid-19 qui a poussé beaucoup de personnes à ne plus emprunter les transports en commun par la peur d'être contaminés et ils ont préféré enfourcher leur vélo. À tel point qu'aujourd'hui, à Paris, les vélos sont désormais plus nombreux que les voitures. Cette progression est principalement portée par les pratiques utilitaires, c'est-à-dire pour aller au travail, faire ses courses, aller boire un verre avec ses amis. Alors que pendant les 40 dernières années, on a eu plutôt tendance à utiliser son vélo pour aller se balader en campagne le week-end, pour du loisir. Finalement, c'est un peu un retour aux sources sur l'usage du vélo parce que jusque dans les années 1950-1960, on avait plutôt tendance à l'utiliser pour des pratiques utilitaires. Cette forte augmentation est permise par les pouvoirs publics qui encouragent la pratique. L'État a créé le plan vélo qui prévoit 465 millions d'euros d'investissement entre 2018 et 2022 et 1,25 milliard d'euros entre 2023 et 2028 pour encourager l'achat et la réparation de vélos, pour aider à la structuration de la filière, pour sensibiliser les publics. Un plan qui est aujourd'hui malheureusement en sursis à cause de l'austérité budgétaire, mais on en reparlera un peu plus tard. De nombreuses collectivités, comme le département du Val-de-Marne ou bien la ville de Paris, ont développé leur propre plan vélo pour construire des pistes cyclables ou encore favoriser le prêt de vélos. L'utilisation du vélo, comme vous devez sûrement vous en douter, dépend beaucoup de la météo. Il y a souvent des pics de fréquentation lorsqu'il fait beau et des points bas lorsqu'il fait moche. Par exemple, le mois très pluvieux de septembre 2024 a conduit à une baisse de 7% de la fréquentation à l'échelle de la France par rapport à septembre 2023. La pratique est aussi malheureusement inégalitaire socialement. Les cadres utilisent beaucoup plus le vélo que les employés ou les ouvriers, mais cela s'explique en grande partie car ils vivent souvent dans les grandes villes, c'est-à-dire dans les endroits qui sont très denses et plus propices à l'usage du vélo. L'écart est également très significatif entre les hommes et les femmes, le vélo étant plutôt vu dans l'inconscient collectif comme un sport et une pratique de mec, même si dernièrement ça a quand même tendance à s'améliorer. La pratique du vélo est encouragée par l'État et les collectivités territoriales en raison des nombreux effets positifs sur la société. Le plus évident d'entre eux est son faible impact carbone. Pédaler génère beaucoup moins d'émissions de CO2 que utiliser une voiture, même électrique, ou bien que de prendre les transports en commun. La marge de progression possible sur l'utilisation du vélo est très importante. 48% des déplacements de moins de 1 km pour se rendre au travail sont faits en voiture contre seulement 4% à vélo. Je conçois qu'une partie de ces publics ont des problèmes de santé, ce qui les empêche de se déplacer à pied ou à vélo, mais il est peu probable que ces 385 000 personnes soient toutes concernées.
En vérité, c'est plutôt une question de choix et d'habitude. Le potentiel est encore plus grand si l'on considère que 30% de la population fait l'essentiel de ses activités dans un rayon de 9 km, c'est-à-dire environ 30 minutes à vélo. L'usage du vélo peut également transformer notre façon de se déplacer en encourageant des trajets plus courts et mieux adaptés aux besoins réels. Cela a également un impact sur l'aménagement urbain. En intégrant les déplacements à vélo, on a tendance à construire de manière plus dense pour limiter les déplacements, donc à réduire l'artificialisation des sols. Le vélo est aussi une politique de lutte contre les inégalités sociales. De plus en plus de personnes s'y mettent parce qu'il permet de faire des économies en comparaison de la voiture et donc peut permettre de redonner du pouvoir d'achat aux ménages les plus pauvres. De manière générale, la pratique du vélo rapporte beaucoup plus à la société qu'elle n'en coûte, contrairement à d'autres types de transports. On oublie souvent que les coûts liés à l'usage de la voiture, entre 55 et 70%, sont portés par la collectivité, soit environ 46 milliards d'euros par an. Sur le plan de la santé physique, faire un trajet aller-retour de 15 minutes 5 fois par semaine apporte des bienfaits considérables. Cette pratique peut réduire de 10% le taux de mortalité chez les adultes en diminuant les risques de maladies cardiovasculaires, de cancer du sein ou encore de diabète de type 2. Ces effets se traduisent aussi par des économies pour le système de santé. Avec la pratique actuelle, on estime qu'environ 5 milliards d'euros sont économisés chaque année. En gros, chaque kilomètre parcouru à vélo représente 1 euro d'économisé pour la société. Et ce n'est qu'une partie de ses bénéfices. À cela s'ajoutent les retombées positives liées aux émissions de gaz à effet de serre, à la réduction du bruit, de la pollution, dont les coûts pour la société atteignent chaque année des centaines de milliards d'euros. Aux Pays-Bas, des décennies de politiques cyclables volontaristes ont permis d'économiser au système de santé 19 milliards d'euros et ont même contribué à rallonger de 6 mois l'espérance de vie du pays. Mais pour bénéficier des retombées positives du vélo et augmenter son usage, il faut que toutes les bonnes conditions soient réunies. La peur de l'accident est l'une des premières causes de non-pratique du vélo. Il faut apprendre à mieux partager la route. La sensibilisation reste faible vis-à-vis des automobilistes qui ne prennent pas toujours conscience des dangers qu'ils peuvent causer avec leur véhicule. Ils doivent eux aussi apprendre à partager la voirie. Le problème est qu'aujourd'hui, la majorité des voitures vendues sont de plus en plus puissantes et de plus en plus lourdes à cause de la mode des SUV, ce qui augmente leur dangerosité. Une des solutions, c'est de baisser la vitesse en ville. 1% de vitesse en moins, c'est éviter 4% des tués. Cette recommandation a été mise en place dans beaucoup de grandes villes, comme par exemple à Lyon, où la vitesse est quasiment partout limitée à 30 km/h. Pour encourager la pratique du vélo, il est indispensable d'augmenter le nombre de pistes cyclables sécurisées. Malheureusement, il arrive parfois que je n'utilise pas les pistes cyclables, surtout en dehors des zones urbaines, car elles sont souvent mal conçues et donc inutilisables parce qu'elles ne prennent pas en compte les besoins des vélos. Voici donc mon top 11 des erreurs à éviter dans les aménagements cyclables. Les plaques d'égout glissantes, rien de mieux pour faire déraper les cyclistes. Les petits rebords à chaque intersection, monter et descendre ces bordures casse le rythme et devient vite pénible. Les arrêts de piste sans transition, rien de plus dangereux que de voir une piste s'arrêter brutalement sans réinsertion sécurisée avec la route. Les racines sous le bitume, elles déforment la surface et créent des mini-dodanes désagréables et dangereux. Les poteaux en plein milieu de la piste, une invitation aux accidents quand on ne les voit pas. Les voitures stationnées le long de la piste, elles masquent la visibilité sur les piétons et les autres obstacles. Les changements de côté de la route, passer soudainement de la droite à la gauche de la route n'est ni pratique ni sécurisé. La largeur insuffisante, une piste trop étroite rend les dépassements risqués. La mauvaise séparation avec les voitures, une absence de séparation claire expose les cyclistes au danger. Les pistes en zigzag, les virages inutiles obligent à ralentir et cassent la fluidité du trajet. Et le pompon, c'est les pistes cyclables sur le trottoir, et c'est encore pire lorsque les piétons envahissent l'espace cyclable sans trop faire attention, on perd totalement en sécurité. Les conducteurs s'étonnent souvent que les cyclistes n'utilisent pas les pistes cyclables pourtant présentes.
Il y a un décalage de perception entre les cyclistes et les automobilistes qui ne prennent quasiment jamais les aménagements cyclables et donc ne voient pas leurs défauts. Une mauvaise piste cyclable génère du stress pour l'utilisateur, l'oblige à ralentir, à faire plus d'efforts, ce qui rend le trajet moins attractif. Les intersections sont particulièrement problématiques car elles sont des points de concentration des interactions et des conflits potentiels avec les voitures. En ce qui concerne les ronds-points à la hollandaise sont à promouvoir. Ils intègrent complètement la piste cyclable et maximisent ainsi la sécurité. Il est crucial que les pistes des réseaux cyclables soient bien connectées entre elles car cela favorise la sécurité tout au long du trajet. Une excellente idée est de mettre en place des autoroutes à vélo, comme c'est le cas en Île-de-France, pour faciliter les trajets des vélos taffeurs. Il faut également favoriser l'intermodalité, c'est-à-dire le passage d'un mode de transport à un autre avec un vélo. Pas toujours facile de pouvoir prendre son vélo dans un train ou encore carrément impossible à bord d'un tramway, d'un bus ou d'un métro, alors que des solutions existent. Un autre frein à la pratique est la peur du vol, car on ne sait pas toujours où garer son vélo en sécurité. Pour éviter ces cambriolages, il faut développer les parkings à vélo sécurisés et les locaux à vélo. Il est vrai que le vélo n'est pas toujours pratique pour les familles. Tant qu'on peut mettre les enfants derrière le vélo, cela reste gérable. Mais quand ils sont trop lourds, c'est là qu'arrivent les problèmes, car ils doivent conduire seuls leur bicyclette. Il faut alors sensibiliser tôt les enfants à la pratique du vélo pour qu'ils soient autonomes le plus rapidement possible. En particulier pour des publics qui n'ont pas l'habitude de l'utiliser, comme les filles, parce que ce sont des futures utilisatrices. Je l'ai déjà dit, mais on doit vraiment prendre exemple sur les Pays-Bas. Pendant les années 70, face à la grave crise des prix de l'énergie, ils ont décidé de mettre à fond leur politique publique sur le vélo. Résultat, 40 ans plus tard, le vélo est le mode de transport le plus utilisé dans ce pays pour se rendre au travail. Ce n'est pas lié à la culture du pays, mais uniquement à une volonté de politique publique, de mobilité et d'aménagement cyclable. Et c'est un cercle vertueux. Plus il y a de pistes cyclables, plus il y a de cyclistes. Plus il y a de cyclistes, plus cela encourage à construire des pistes. Là où il y a beaucoup de progrès à faire pour encourager la pratique du vélo, c'est à la campagne et dans les zones périurbaines. Les infrastructures cyclables sont souvent peu présentes et lorsqu'elles le sont, ce n'est pas en nombre suffisant pour pouvoir bénéficier d'un effet de réseau pour encourager la pratique de la bicyclette. On est souvent alors obligé de rouler au milieu des voitures en priant à chaque fois qu'elles ne nous renversent pas lorsqu'elles nous dépassent. C'est surtout dans ces zones où on voit qu'après le boom du Covid, la fréquentation a tendance à baisser. Pourtant, de nombreuses collectivités essayent de développer ces usages, mais le souci est que ça coûte beaucoup plus cher que dans les grandes villes parce qu'il faut construire beaucoup plus de kilomètres de pistes parce que les distances sont plus grandes. Le développement des infrastructures dans ces zones nécessite beaucoup de pédagogie, notamment avec les propriétaires de terrains où doivent passer les pistes cyclables, et pour gérer des conflits d'usage avec des automobilistes pas toujours compréhensifs. Mais la pratique du vélo à la campagne, c'est possible. La moitié des déplacements dans les territoires ruraux font moins de 5 km. 5 km représentent environ 15 à 25 minutes en vélo classique, et 10 km, c'est environ 25 minutes en vélo électrique. Dans les zones rurales, où les distances sont forcément plus longues, il faut encourager le développement du vélo électrique pour développer la pratique. Ce sera toujours mieux que d'utiliser la voiture. Pour développer les pistes cyclables à faible coût, on peut aussi envisager la fermeture de routes peu fréquentées par les voitures au profit des vélos. C'est ce qu'a fait notamment l'intercommunalité Aidre et Guesvres, pas loin de Nantes. Elle a fait du vélo sa priorité et constitue un modèle à suivre. Son objectif est la réalisation de 190 km de pistes cyclables d'ici à 2030. Le boom de l'utilisation du vélo est bien réel. Cependant, cette bonne nouvelle reste fragile. Les pratiques cyclables sont récentes et les habitudes ne sont pas encore ancrées et il reste de nombreux progrès à accomplir. Malheureusement, le contexte actuel d'austérité budgétaire risque de freiner cette dynamique en impactant les aides qui soutiennent le développement du vélo et donc de son admission plus large.
il y a déjà eu un gel des financements initialement promis dans le cadre d'un appel à projet lancé en novembre 2023 qui s'appelait Aménagement cyclable. Plus de 400 collectivités avaient soumis des projets et sont en attente de réponses qui devaient arriver en juillet 2024. En plus, le gouvernement Bayrou a décidé de diminuer de 250 millions à 50 millions d'euros les financements du plan vélo. Sa diminution aura le plus d'impact dans les territoires qui en ont le plus besoin. Les financements du plan vélo profitaient surtout aux collectivités rurales et périurbaines et qui disposent de moins de moyens pour ce type de politique publique, alors que le potentiel reste énorme malgré les idées reçues. En plus, les difficultés économiques des collectivités territoriales risquent de réduire encore les financements pour les infrastructures cyclables. D'un point de vue économique, cela n'a aucun sens. La réduction du plan vélo menace toute une filière économique essentielle à la transition écologique. Elle risque de vider les carnets de commandes, menace de nombreux emplois et remet en cause une filière qui pèse aujourd'hui 30 milliards d'euros et plus de 70 000 emplois. Avec ce coup d'arrêt, l'objectif que s'est donné la France d'atteindre 12% de part du vélo dans les déplacements en 2030 risque d'être difficile à atteindre en sachant qu'en 2019, on était à 3%. Contrairement à ce que laisse entendre le lobby de l'automobile, nous restons globalement dans une société du tout-voiture. Les modes de transport alternatifs, comme le vélo, disposent encore d'une large marge de progression. Que ce soit en ville, en périphérie ou à la campagne, et pour tous les profils d'usagers, quel que soit l'âge, la profession ou le genre. Bien sûr, le vélo ne peut pas remplacer tous les usages. Les personnes âgées, les personnes en situation de handicap ou encore celles qui ont de très longs trajets à faire ne peuvent pas forcément l'utiliser. Mais il pourrait remplacer une part significative des déplacements du quotidien. Merci à toutes et toutes d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à la partager, à la liker, ça participera à sa mise en avant. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour suivre nos prochaines vidéos. Voilà, je pense qu'on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle thématique. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao!